Alors, Louis Fouché, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, je suis un petit peu ému d'être avec vous. J'ai eu droit à beaucoup de câlins, de bonjours, de bisous. Ça me permet de recharger les batteries. Et c'est d'abord un grand merci à vous adresser pour le fait d'être là. Un grand merci à tous ceux qui organisent tout ça, parce que nous on arrive, on met les pieds sous la table, on est invités et bah, vous avez mis la plus belle table, la plus belle nappe, vos plus beaux habits pour nous accueillir avec un magnifique coucher de soleil, un pays qui fait chaud au cœur et où on a l'impression de retrouver l'Amérique du Nord en VF, ça fait bizarre, en version française. Et comme une petite leçon qui est donnée au passage venant de France, que des gens ont réussi à tenir contre le rouleau compresseur anglo-saxon depuis combien de temps? Depuis 500 ans, et à tenir, à garder leur culture, à la développer, à l'enrichir, à lui donner une fécondité, une diversité aussi au sein même de sa propre culture. Par exemple, j'ai essayé de comprendre de la country acadienne. Et s'accrocher, hein. Daniel Saint-Hilaire, c'est plus facile. Donc j'ai plutôt de l'admiration pour ce qui est fait par la Fondation, tout ce qui a été fait par Robert Béliveau et les gens qui sont autour de lui, avec Réinfo Québec. Et puis bah là, il y en a plein parmi vous qui ont développé des choses, qui ont fait des collectifs, qui ont serré les coudes, qui ont profité de ce moment que Sylvain décrivait, où tout était fait pour nous séparer, et où au contraire, des gens se sont retrouvés. Et pour moi, c'est le principal enjeu ce soir. Et d'ailleurs, il va commencer à faire un peu froid et vous allez commencer à vous pelotonner contre votre voisine ou votre voisin. C'est un prétexte, une occasion qui nous est donnée pour venir être ensemble. Au fond, peut-être qu'une partie de ce que j'ai dit, vous l'avez déjà entendu, et qu'on est là pour autre chose. Comme pour recharger la batterie à l'intérieur. C'est le truc qu'il a mis dans sa poche. Là. Voilà. Il a monté les barres de batterie. Merci à Étienne Chouard qui est techno finalement. Je ne croyais pas qu'il était techno. Ouais, exactement. Recharger la batterie collective et puis charger les lieux où on est aussi. Parce que chaque fois qu'on célèbre la joie, la rigolade, la bonne bouffe, la beauté, le partage, et ben, on repart avec ça et le lieu en reste chargé. Donc là, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de mettre des piles dans le gîte de Sylvain. Merci pour ça. Alors, ça c'est mon propos introductif, mais depuis 4 ans, la vie a été chamboulée de manière très importante. Et en même temps, je ne reviendrai pas en arrière pour tout l'or du monde. Parce que, quelle aventure passionnante. Quelle aventure, chargée de rebondissements. C'est presque une série Netflix à soi tout seul, ou alors un show d'un humoriste au Montréal Humour Club ou je sais pas quoi. Vous avez qu'à voir notre président. Hein. Chaque fois qu'il parle maintenant, c'est grotesque quoi. Puis vous avez le vôtre. Hein. On ne changera pas, mais oui, pas mieux. Alors on est à un point d'inflexion d'un mouvement qui a démarré peut-être il y a très longtemps. Au XVIIIe siècle, Thomas Hobbes écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan. Et dans le Léviathan, il y a tout un chapitre qui est consacré au fait d'essayer d'inhiber la pulsion de mort portée par le peuple et les individus dans le peuple par un État souverain qui vient prendre la place et contrôler, prédire, inhiber la pulsion. Et Hobbes rêve d'une société idéale, d'une cité idéale. Et il la décrit avec une métrique précise, avec des dimensions, des mensurations, avec des chiffres, de la numérisation avant l'heure. Et où tout est automatique. Les carrosses se croisent dans les rues, mais ne se frottent jamais. Les humains se croisent dans les rues, mais ne se frottent jamais. Si les humains se frottent jamais, il n'y a pas beaucoup de bébés. Dans cette société idéale, effectivement, il n'y a aucune fécondité, il n'y a pas d'amour. Il y a un rêve, un cauchemar, froid et sombre, où tout serait automatique. Et cette société idéale du Léviathan, ce sont les smart cities. Hein. C'est la même chose, les 15 minutes town qu'on nous promet. Et au fond,
c'est une sorte de fantasme de se débarrasser de l'erreur, de la variabilité, de la bifurcation. Il faudrait qu'on sache ce qui va se passer demain, qu'on sache ce qui va se passer après-demain, après-après-demain. Il faudrait se rassurer. Au fond, c'est une logique de gens terrorisés par la vie, terrorisés par la survenue de l'imprévu. Et donc, vont se mettre en place progressivement un arsenal de réglementation oppressive, vont se mettre progressivement un arsenal technique en charge de transformer la matière de manière optimale. Et on va reléguer les artisans, parce que les artisans font toujours des choses imprévues. Une fois une œuvre d'art, une fois quelque chose de nul, mais on ne peut pas prédire. Ce qu'on veut, c'est une armoire Ikea, toujours la même, avec les dimensions dans son petit sac en carton. On veut que ce soit toujours pareil. Et l'industrialisation va voir le jour. Et vous savez qu'un des premiers moments de l'industrialisation sont l'apparition des spinning jenny en Angleterre, des métiers à tisser automatiques. Et les drapiers, les artisans drapiers qui fabriquent la soie, vont se rebeller. Se dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de nier nos métiers. Et pas seulement nos métiers, vous êtes en train de nous nier nous. Et ça va donner lieu à des révoltes sanglantes, réprimées par la force et par des pendaisons en place de grève à Londres contre les luddites qui sont menées par Ned Ludd. Il y a la même chose en France. Ça s'appelle les canuts à Lyon. C'est pareil. Les canuts prennent le pouvoir à Lyon pendant un moment dans leur révolte. Et ils sont réprimés de manière sanglante. Le mouvement industriel va séparer l'humain de la matière, le séparer du réel. L'artisan avait des paluches, comme le paysan qui travaille la terre, vous savez, ils ont des paluches, des grosses mains, et il travaille la terre, et à chaque fois qu'il la travaille, il se transforme en même temps. Il transforme la matière, et il se transforme comme un aller-retour, comme une danse, comme un tango avec le réel. Un tango amoureux. Et petit à petit, l'ouvrier apparaît. L'artisan est relégué. Cet ouvrier, lui, est derrière un tour à fraiser, derrière une machine avec laquelle il fait toujours les mêmes gestes. Il est de plus en plus loin de la matière. Et son métier n'a aucun sens. Il serait remplaçable par un autre ouvrier spécialisé. Peu importe qui il est, peu importe son âme, peu importe sa poésie, peu importe sa rêverie. Ce qui compte, c'est le geste qu'il fait. Et là, l'humain est mis en compétition avec l'usure machinique. Est-ce qu'on use plus vite un humain ou est-ce qu'on use plus vite une machine? Et une compétition apparaît entre la machine et l'humain. Et l'humain perd toujours cette compétition. Et son statut devient insupportable. Tellement insupportable qu'il se révolte. Et que tout le prisme de lecture sociologique de ce moment-là de l'humanité est pris au prisme marxiste. La lutte des classes, les ouvriers contre le patronat, le capital contre les prolétaires. Et c'est un prisme tout à fait réel, tout à fait efficient à ce moment-là, à décrire le réel. C'est ce qui est en train de se passer. D'un côté, ceux qui possèdent l'outil, d'un côté, ceux qui sont asservis par la machine et l'outil. C'est tellement insupportable qu'au bout d'un moment, apparaissent les syndicats. Ils disent, bon, non, on ne peut pas continuer comme ça, là. Vous êtes en train d'user les humains, vous êtes en train de les détruire sur la machine. On doit changer les choses. Non. Si. Révolte. Vous avez tous lu peut-être en Un combat douteux de Steinbeck, Les raisins de la colère, des choses comme ça. Qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Le capital dit d'accord, c'est insupportable, vous avez raison. Nous allons vous mettre dans des bureaux à l'étage d'au-dessus. Vous n'allez pas revenir à être des artisans. Vous allez devenir des cols blancs. Et les humains se retrouvent dans des bureaux de plus en plus séparés de la matière. Ils ne sont plus en train de tourner et fraiser. Ils ne sont plus en train de raboter ou de travailler la matière. Ils sont en train d'optimiser des feuillets Excel pour obtenir un compte de production plus important. Ils sont en train de faire des programmes d'amélioration qualité avec des plans do, check, act pour essayer d'arriver au meilleur résultat possible. Quel résultat? L'uniformisation, la standardisation. Toujours le même outil, toujours le même résultat, toujours la même bagnole. Et là encore, ce statut-là le sépare du réel, le sépare du vivant, du vif à l'intérieur de lui.
à tel point que les salariés arrivent à une condition eux aussi insupportable. Mon métier n'a aucun sens. Ce que je fais n'a aucun sens. J'optimise des comptes de résultats. Je cherche à ce que plus de téléphones portables soient vendus. Je cherche à ce qu'il y ait plus de profit. Ah! L'industrialisation, dans sa transformation de la matière, change sa raison d'être. Sa seule raison d'être est le profit. Toujours plus d'argent raclé à chaque transformation de la matière. Encore un cran plus loin, et toutes les structures institutionnelles s'inspirent de cet idéal industriel de perfection, d'optimisation, d'absence d'erreur. Peut-être vous avez tous travaillé dans des industries ou des corps de métier. On vous a dit qu'il fallait améliorer la qualité, qu'il n'y ait plus d'erreur. Que chaque fois qu'il y avait une erreur, il fallait la reprendre, la corriger, la transformer, jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est le rêve, le fantasme, le cauchemar de la perfection. Jusqu'au moment où toutes les structures institutionnelles, comme je vous l'ai dit, sont contaminées. L'industrie, la transformation de la matière, le commerce, certes, mais aussi l'école, l'éducation, la pédagogie doivent être parfaites, optimisées, standardisées, uniformisées. Le but n'est pas de sortir de l'enfant le meilleur de lui-même pour qu'il éclaire l'humanité de son talent individuel et irréductible. Non. Le but est de faire des crétins conformes qui votent comme il faut. Des crétins militants. Une autre structure institutionnelle, la santé. Le but de la santé ne devient plus que nous restions en bonne santé, heureux, se levant chaque matin en se disant « Chouette, une nouvelle journée commence, waouh, je vais croquer la vie !» Mais plutôt que nous nous réveillons chaque matin en disant « Ah, mal dormi, mal au dos, oh, ma tension est à combien? Ah, ma pilule pour le diabète, ma pilule pour bander. » Pas le matin peut-être. Bon. Petite blague graveleuse relance votre attention. Mais jusqu'à ce que le système de santé soit en charge de vous rendre malade au long cours pour optimiser le profit des ventes de médicaments à l'infini, jusqu'à, et y compris, mais j'en parlerai dimanche, changer les normes des maladies et créer des maladies. Le disease mongering. Vous avez peut-être tous entendu parler du fait qu'un jour, du jour au lendemain, une conférence de consensus a conclu qu'il fallait changer la norme de la tension artérielle. Vous étiez hypertendu au-dessus de 16 de tension systolique. Non, non, maintenant vous êtes hypertendu si vous êtes au-dessus de 14. Ah, on vient de créer une bulle spéculative. Nous avons créé un nouveau marché. Il s'agit toujours de créer des marchés, la machine à bulles, la fabrique à bulles. Et le but, je suis trop long, non ça va. Dans la pénombre c'est mieux, je peux rester anonyme parce que peut-être c'est un peu subversif. Il y a un peu d'anticapitalisme dans l'air. Les autres structures institutionnelles d'eux-mêmes, jusqu'à y compris la monnaie. La monnaie est en charge de nous enrichir les uns les autres. Que mon talent à soigner s'échange avec ton talent à garder les enfants, avec ton talent à me rebooter par l'ostéopathie, ton talent à faire à manger, ton talent à bêcher la terre et à faire pousser des légumes. Et que nous soyons tous plus riches les uns les autres de nos talents respectifs, en fluidifiant nos échanges. Vous êtes sûr que la monnaie sert à ça aujourd'hui? Pas l'euro, hein. Le dollar peut-être, mais pas l'euro, je vous assure que non. C'est une machine à racler notre richesse dans les mains de quelques-uns. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes de trading à haute fréquence, à la nanoseconde, qui raclent le profit sur l'échange accéléré de denrées alimentaires, de produits X ou Y, mais de denrées alimentaires, de choses dont nous avons absolument besoin, de besoins fondamentaux de l'humain dans la pyramide de Maslow, sont échangés à la nanoseconde pour racler le maximum de profit, quitte à faire mourir des gens à l'autre bout du monde. Ces algorithmes s'appellent Razor, Shark, Guerrilla, Sniper. C'est leur nom. Vous imaginez les tordus qui ont créé ça? Quand vous nommez les choses, vous traduisez l'intention de ce que vous faites. Ce ne sont que des outils de mort et de concentration des richesses dans les mêmes mains de la finance apatride. Ok.
pourrait passer en revue toutes les structures institutionnelles. Mais toutes les structures institutionnelles sont devenues des outils à racler du profit maximum dans les mains de quelques-uns et à concentrer le pouvoir. Elles sont arrivées à la contre-productivité maximale. Ça, c'est intéressant. Il y a des penseurs de la technique comme Jacques Ellul qui en ont parlé. Des gens qui ont dit un outil, ça peut être, je vais prendre un marteau, mais un système de santé, c'est un gros outil complexe. Mais c'est jamais qu'un outil. Une création artefactuelle que nous avons créée. Qu'est-ce que nous faisons de cet outil? Je le mets au milieu de la table, ce marteau, et nous décidons ensuite de reconstruire la maison de Sylvain, autrement. Ou une tondeuse à gazon, il en a besoin. Hein, vous avez noté. Il a fait la liste pour la contribution collective. Et nous en faisons un commun, avec lequel nous bâtissons ensemble un espace où nous pouvons vivre en bonne intelligence. Où est-ce que ce marteau, je le prends, je lui casse la tête, je prends son téléphone portable, son portefeuille, et je l'ai asservi. Les outils sont toujours les deux. Un outil d'asservissement d'un côté, ou un commun. Aujourd'hui, la plupart de nos systèmes institutionnels, qui sont des gros outils complexes, artefactuels, construits par nos soins, sont devenus des outils d'asservissement intégraux. Et nous sommes des esclaves. C'est heureux, le Covid est venu nous montrer tout ça de manière évidente. Et là, il y a un choix à faire. Est-ce que nous sommes heureux dans cet esclavage, accompli, pouvant vivre notre destin héroïque individuel, notre destin de héros ordinaire, comme le dit Robert souvent? Ou est-ce que nous ne pouvons même plus vivre notre existence et programmer de la naissance, et même avant, jusqu'à la mort, et même après? La plupart de nos concitoyens aujourd'hui ont une existence qui est prédite et contrôlée. On a fait un dépistage prénatal de leur maladie, et sur un doute parfois d'une maladie d'une particulière gravité, on a proposé une interruption thérapeutique de grossesse. Leur vie n'existera même pas. Ils sont nés, on les a regardés sous toutes les coutures, et s'ils ne sont pas conformes, on leur a proposé un accompagnement de fin de vie à la naissance. Ça se passe ensuite tout le long de la vie. Je ne prendrai pas tous les exemples, mais vous pouvez y penser. Sur tout ce qu'on essaye de programmer, contrôler et prédire. Jusqu'à la mort assistée. Mais ça tombe bien, vous avez déjà prévu comment vous allez être composté. Et la plupart des gens aujourd'hui achètent déjà leur concession posthume pour éviter à leurs enfants de gérer leur mort. Pas à vous de gérer votre mort, c'est à vos enfants. C'est comme ça, c'est chiant, c'est la vie, c'est la mort. Ah d'accord, tout ce rêve de perfection artefactuelle construite qui voudrait contrôler et prédire est en fait une angoisse profonde de la mort. Nous ne voulons pas mourir. Nous fabriquons des objets, nous fabriquons des machines, nous fabriquons de la monnaie pour essayer de prolonger notre vie. Dans la bibliothèque de la plupart des gens, il y a des livres qu'ils ne liront jamais. Moi en premier. Et que pourtant j'ai acheté avec l'espoir qu'un jour j'aurai le temps de les lire. Dans la plupart des greniers ou des garages des gens, existe toute une foule de machines, d'objets de loisirs, pour le moment où j'aurai du temps. Comme un rêve projeté sur ce que je pourrais vivre, mais que je ne vis pas. Et la plupart des gens passent leur vie à côté de leur pompe, à fantasmer une existence qu'ils ne vivent pas. La plupart des Occidentaux passent leur vie dans une frustration ultime de ne jamais vivre le chemin héroïque qu'ils pouvaient accomplir. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vont consommer leur frustration dans des pays où les choses ne coûtent rien. Ils vont consommer des enfants en Thaïlande. Ils vont consommer du loisir dans d'autres pays qu'ils ne pourraient pas accomplir ici. Pour soulager leur frustration temporairement et retourner en esclavage. Ok. Le Covid est venu comme célébrer une sorte de Pâques, de Pessah. Pessah, vous savez ce que c'est? C'est la fête des Juifs sortant d'esclavage. Cette nuit où ils disent « Nous devons partir. Si nous restons ici, tous les premiers-nés vont mourir. Nous devons partir. » Le repas de Pessah est pris le sac sur l'épaule.
c'est pas un repas confortable. C'est pas une promesse de confort. C'est une promesse de liberté. Et c'est une promesse impossible. Quand ils partent, dans les récits bibliques, qu'est-ce qui se passe? Ils sont poursuivis par les armées de Pharaon. Ils sont en colère. Ils sont guidés par un gars en guenille avec un bâton qui arrive devant la mer Rouge et qui dit « Mais on ne peut pas traverser là !» Et tout le monde dit à Moïse « Momo, on ne peut pas y aller là, il y a la mer !» Et Momo doit avancer jusqu'à de l'eau sous le nez pour que la mer s'ouvre. Parce qu'alors qu'on croit que c'est impossible, c'est possible. C'est possible ensemble. Ensuite, le peuple va errer dans le Sinaï. Le Sinaï, si vous regardez sur une carte, en 3 jours, 4 jours, vous avez fait le tour. 8 jours, allez, si vous prenez votre temps. Il reste combien de temps? 40 ans. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va errer sans se comprendre, avec que dalle. La pauvreté, comme baluchon. Dans ce cas, en train d'arriver en Europe de manière très claire. L'inflation est en train de nous rincer notre épargne. La guerre est en train de nous rincer. Le Covid nous a déjà rincés. Et tout est fait pour que nous soyons rincés. Et que nous arrivions en pleurant, donnez-nous des Central Bank Digital Currency, s'il vous plaît. Pour continuer à avoir le droit de faire partie de votre si belle société transhumaniste. Parce qu'on pourra payer confortablement avec son QR code ou sa puce sous la peau. Et effectivement, dans les textes, quand ils sont en train d'errer dans le Sinaï, il n'y a que la manne qui tombe. Puis au bout d'un moment, il y en a qui disent sympa la manne, mais enfin c'est toujours un peu pareil quoi. Et si on retournait en Égypte, parce que là-bas au moins la marmite bouillait. Et il y en a qui retournent en esclavage, préféraient retourner. Et puis il y a un moment où ils s'approchent. Et là ils doivent trouver comment vivre ensemble, comment faire société. Et ils n'ont pas la moindre idée. Ils sont en train de se battre, de se chamailler dans tous les sens. Et sont proposées les tables de la loi. Et les tables de la loi ont tout à voir avec ce qu'on appelle le désir mimétique. Je suis un peu long. Non, le désir mimétique, il y a un anthropologue qui s'appelle René Girard, qui a travaillé à Stanford, qui est un Français, qui a travaillé à Stanford, qu'on a énormément parlé, et qui a parlé de la victime émissaire. C'est cette idée que, quand je croise mon frère ou ma sœur humain, je désire ce qu'il a. Quand je vois mon frère avec son jouet, je veux prendre son jouet. Mais je ne peux pas prendre son jouet, c'est le sien. Alors je vais lui taper sur la gueule pour prendre son jouet. Je vais prendre son jouet et je vais me sentir déçu, comme seul. Parce qu'au fond, je ne voulais pas son jouet, je voulais être mon frère. Mais je ne peux pas être mon frère. Le désir mimétique aboutit à la violence mimétique, chez René Girard. Je vais tuer mon frère puisque je ne peux pas l'être. Le fantasme de la guerre, de l'éradication de l'ennemi. Mais vous savez bien que la guerre aboutit à d'autres guerres. La spirale de la guerre ne s'arrête jamais. La spirale de la violence mimétique ne s'arrête jamais. Une guerre provoque toujours d'autres guerres. Après la guerre de 70, la guerre de 14. Après la guerre de 14, la guerre de 39. Après la guerre de 39, les guerres de décolonisation. Après les guerres... Ça s'arrête jamais. Alors quel chemin pour interrompre cette violence mimétique, ce désir mimétique? René Girard propose le bouc émissaire. On va sacrifier quelqu'un. Un pauvre con qui passait par là, tant pis. En général, on prend quelqu'un de très beau ou de très laid, de très innocent ou de très vil. Il est déjà prévu que notre réconciliation passe par le sacrifice du bouc émissaire, qui sera probablement quelqu'un de très laid à l'intérieur, et de très spécial, et de très au pouvoir. Suivez mon regard vers la présidence du Canada ou de la France. Vous avez des victimes émissaires déjà désignées, qui seront sacrifiées sur l'autel de la reconstruction après le chaos. Ça, c'est le projet qui nous est proposé, transhumaniste, du Grand Recette. Très bien. Et qui rejoue les récits mythiques, qui rejoue la victime émissaire et le bouc émissaire de René Girard. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, alors c'est toute la question. Parce que sinon on tombe dans le désespoir, sinon on préfère revenir à l'esclavage. Sinon on préfère être asservi. Depuis 4 ans, nous montrons un autre chemin. Cet autre chemin passe par l'idée que
La violence mimétique, ce désir mimétique, c'est aussi la possibilité de l'amour, la possibilité de la rencontre. Je regarde mon frère et ma sœur humains et j'en suis responsable. C'est tout le travail d'Emmanuel Lévinas sur la rencontre des visages. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur humain. Et d'essayer de me réconcilier avec lui. D'essayer de trouver une voie que les chrétiens ont appelée le pardon, quelque chose de très étonnant hein, quand on y pense, et qui à ce moment-là nous est proposé. Et c'est ce qu'on essaie de tenir avec Réinfo Covid, avec d'autres, c'est l'idée de la non-violence. Bizarre cette idée de la non-violence. Plein de gens ne comprennent pas, ils disent mais de quoi vous parlez? Il faut aller foutre sur la gueule aux gens au pouvoir, il faut aller foutre sur la gueule à la finance apatride. Mais vous n'avez pas les premiers moyens d'y aller. Et si vous rentrez dans cette voie-là, ce que vous vivez chaque jour est de la violence, est de la tristesse, est de la colère, est de la peur. Et votre vie entière est inondée de ça. À titre personnel, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie que chaque jour soit une fête et qu'on y célèbre la joie, la beauté, le partage, l'amour, la découverte, la rencontre, la créativité. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en discutant avec vous, je découvre que chaque jour de ces 4 dernières années, nos émotions sont passées par des phases up, des phases down, des moments de tristesse, des moments de peur, des moments de colère, mais aussi des moments de joie, de partage, de rencontre, de pelotonnage quand il fait froid contre son voisin ou sa voisine. Je vous y invite. Hein. Et que même dans ce moment totalitaire où tout se crispe autour de l'artefact, autour de la construction institutionnelle univoque totalitaire, qui devrait tous nous englober dans une sorte de psychologie régressive infantile, qui voudrait revenir dans le ventre de sa maman où il ne serait responsable de rien, où tout serait fait sous perfusion, où il serait nourri par le cordon ombilical, il flotterait à 37 degrés dans une lumière rose tamisée, avec la musique douce du cœur de sa maman en phase avec le sien. Non, 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 non. Si vous voulez faire ça, votre vie est avortée. Personne n'a dit qu'être libre, c'était confortable. Personne n'a dit qu'être responsable, c'était confortable. Nous avons un chemin inconfortable à parcourir, mais rempli d'aventures, rempli de découvertes, rempli de rires. Et je pense que vous êtes tous en train de le montrer, et que cette figure d'exemplarité qu'on peut tenir peut contaminer les autres d'une manière absolument virale. Et c'est l'expérience que je fais de ces dernières années. Il ne sert à rien d'essayer de convaincre les endormis. Ça ne marche pas. Thomas Dansbourg, qui est un ami qui fait de la communication non violente, l'a dit d'une manière humoristique, il a dit « Personne n'a envie d'être un con vaincu ». Personne. Mon expérience de ces dernières années, c'est que personne, à la fin d'une soirée comme celle-là, m'a dit « Oh Louis, merci, grâce à toi, j'ai vu la lumière, enfin ». Non, ça ne m'est pas arrivé, quoi. Et ça ne m'arrivera probablement jamais. Et tant mieux. Non, il n'y a que par une espèce de patience artisanale, réitérée chaque jour, d'essayer de mettre dans chaque jour de la joie, que peut-être, et ça n'est absolument pas sûr, nous pourrons ouvrir un autre chemin. Alors c'est la proposition pour moi ce soir, d'un paradigme qui est de prédire et contrôler, où votre vie entière est un Waze optimisé, d'aller vers un paradigme de ressentir et s'ajuster. Ressentir le réel. Le ressentir à plein cœur, à pleine tripe, à pleine tête, avec tous les outils que nous avons pour palper en permanence ce qui se passe pour de vrai, pas pour de faux sur Twitter, pour de vrai. Et que dans ce ressenti-là, puissent s'ouvrir des brèches d'action, des brèches d'ajustement. À cet endroit-là, mon action est utile. À cet endroit-là, ma non-action est très utile. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer aussi, c'est qu'avant même d'agir, on puisse réfléchir à comment non-agir, comment ne pas donner d'énergie au monstre, comment ne pas nourrir la bête. Chaque fois que vous payez avec un QR code, vous nourrissez la bête. Les penseurs du Moyen-Âge, je finis avec ça juste, parlaient de... c'est même pas les penseurs, les artisans, les citoyens ont mis au centre du village des outils.
Les outils dont je vous parlais tout à l'heure, qui pouvaient être un asservissement ou un commun. Et ils ont mis au centre du village un four, un moulin. Et ils ont appelé ça un four banal, un moulin banal. Le four banal et le moulin banal sont au milieu du village. Et nous nous donnons notre propre règle, à une échelle où nous pouvons avoir des interactions les uns avec les autres, à une échelle où nous pouvons avoir des conflits que nous arrivons à traverser et qui ne sont pas clastiques et destructeurs pour l'ensemble de la communauté. Ma proposition est que notre action soit banale. Aucun d'entre nous ce soir n'arrivera à faire tomber Klaus Schwab. Aucun d'entre nous n'arrivera à faire tomber Bill Gates. Et peu importe. Ça n'est pas à cet endroit-là que l'action est utile. L'action est utile à une échelle banale. Est-ce que ceux qui ont des cheveux blancs ont commencé à se grouper en papy, mamie, inquiets de l'éducation de leurs enfants et sont allés discuter avec les directeurs d'école, les directrices d'école, les professeurs de l'école, les parents d'élèves, en disant « Nous sommes des papys et des mamies inquiets, en tout cas soucieux de l'éducation de nos enfants. Et nous aimerions discuter des programmes d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. Nous avons d'ailleurs fait une association pour proposer un chemin d'apprentissage de cet enjeu très important qui est la vie relationnelle et sexuelle. Est-ce que parmi nous, des gens ont dit « On va nous faire bouffer du grillon ?» Attends, est-ce que j'ai commencé à réfléchir à mon autonomie alimentaire? Ouais, c'est la proposition des jardins auto-fertiles, la proposition de l'entraide, la proposition de marcher à une échelle locale, de panier paysan, d'aller rediscuter avec son paysan, de faire du boycott et du boycott. La doctrine gandhienne est absolument nécessaire dans le moment que nous vivons. Est-ce que nous avons commencé à réfléchir à comment rester en santé, plutôt que de frémir à l'idée que l'hôpital se décompose? J'ai vu il y a peut-être 20 ans de ça, Les Invasions barbares, d'un très beau film, voilà, j'ai fait avec l'accent, hein, qui montrait les hôpitaux au Canada, au Québec. Je me suis dit, wow, purée, ils sont en mauvais état là chez eux. Hein. Et depuis, ça m'a rattrapé, nos hôpitaux sont pires que les vôtres. Comment rester en santé? Travaillons à ça, nos émotions, notre alimentation, notre façon d'être en lien les uns avec les autres, la fraternité de nos communautés, comment nous nous soutenons les uns les autres dans l'adversité, comment nous accompagnons de manière symbolique, sociale et technique la souffrance. Et finalement, tous ces champs institutionnels qui montrent leur faiblesse et s'effondrent, nous invitent à aller construire autre chose ensemble, à une échelle banale. Merci. Bravo. Alors maintenant, on invite Étienne Chouard à venir. On peut l'applaudir! Venir vous parler. Alors, voilà, on parlait de philosophie. On parlait de philosophie, mais ici on est vraiment dans les idées, donc c'est extraordinaire. Donc c'est Étienne Chouard maintenant qui vient vous parler. Bonjour Étienne, ça va bien? Oui. Donc mes amis, s'il vous plaît, je vous demanderai de garder le silence. Donc on a Étienne qui va vous adresser la parole. Compliqué de parler après lui. Pour moi, c'est vraiment un grand bonhomme qui est apparu avec la... Non mais